Je voudrais vous dire que l'agenda va se dérouler de la façon suivante. Un point de presse qui s'inscrit dans la logique des prochaines s'inscrit dans une logique qui répond aux offres. Aujourd'hui, le constat sur le terrain fait qu'on a du mal à comprendre qu'il n'est pas assez public pour porter le sport. Je vous remercie. Comme vous le savez d'ailleurs, depuis le 5 septembre 2021, marquant l'avènement du CNRD sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la santé a été une priorité. Une priorité pas seulement dans les discours, mais dans les actes. On est tous témoins des progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la santé. Mais quand on parle de santé, on ne parle pas que des hôpitaux, on ne parle pas que des bâtiments. Il ne s'agit pas que de construire, d'équiper et même d'affecter du personnel. Mais il faut qu'on ait du personnel de qualité. Donc les ressources humaines en santé constituent une pierre angulaire du système de santé. Sans ressources humaines qualifiées, on ne peut pas parler de qualité de soins. Nous sommes tous là, nous avons été témoins de tout ce que nous avons vécu, tout ce que nos parents ont vécu dans les structures de santé. Donc pour qualifier ces soins, il faut forcément qualifier aussi la formation. C'est ce qui fait qu'avec ma collègue de l'enseignement technique, nous nous sommes dit qu'il fallait que la refondation soit ressentie dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la formation. Permettez-moi d'utiliser le terme laxisme. Je pense que c'est trop, mais je pense parfois c'est bon de l'utiliser. Aujourd'hui, quand nous faisons le tour même des immeubles de Conakry, nous voyons des fissures. L'électricité, nous savons un peu ce que nous payons. Aujourd'hui, on est tous en train de payer de ce mot que je viens de prononcer, que je ne vais pas répéter parce que pour moi c'est lourd de le voir. Et dans le domaine de la santé, là c'est pire parce que c'est une question de vie. On ne peut pas corriger. On commet une erreur médicale, c'est fatal. Et à partir du moment où, comme on le dit, je le répète aussi tout le temps, nous avons vu le Coran avec les Arabes, nous avons vu la Bible avec les Blancs, mais eux tous n'ont pas laissé à Dieu. Mais nous, on a tendance à laisser à Dieu. On ne doit pas laisser à Dieu. Il faut qu'on situe les responsabilités. Et le fait de s'attaquer aujourd'hui à ces écoles de formation, qui pour nous, l'objectif c'est d'abord de renflouer les caisses, il fallait réfléchir, mettre en place une stratégie. Parce que les produits qui sont mis sur le marché, parfois ne sont pas de qualité. Imaginez des agents de santé, des techniciens de laboratoire, des sages-femmes, des infirmiers, qui à un moment donné n'ont jamais fait de cours théoriques pratiques. Il n'y a que des cours magistraux. Vous partez dans une école, la logistique n'y est pas. Pas de mannequins, il y en a qui ne connaissent même pas l'appareil digestif. Et ce sont ces gens-là qui envahissent les hôpitaux. Vous venez dans un service, vous avez des dizaines de personnels, de techniciens, d'agents de santé qui vous disent qu'ils sont sortis de telle école, telle autre école. Et des écoles qui ne répondent pas du tout aux normes. Aucun standard. Donc forcément, ce sont des assassins. C'est en cela que nous saluons vraiment la bravoure de Madame la ministre, parce qu'elle s'est attaquée à la racine. La raison d'ailleurs de ce point, c'est de vous présenter aussi les résultats obtenus après cette évaluation. Il y a un rapport, ce rapport est assorti de recommandations. Il aura le temps de vous faire cas de ces recommandations-là. Donc ensemble, nous devons, journalistes, hommes de médias et nous, décideurs au niveau, conjuguer les efforts pour que nous puissions améliorer le système de santé. Le système de santé, il est transversal. Chacun doit jouer sa partition. Je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons fait. Vous voyez, la lutte contre les faux médicaments. Un peu, on est en train de travailler sur le code de santé publique parce que nous voulons avoir des codes de déontologie. Nous voulons avoir des ordres professionnels. Les techniciens auront les techniciens de laboratoire, plutôt les infirmiers, les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, tous auront leur ordre professionnel. Ils seront tous inscrits. La vision est que tout agent qui n'est pas inscrit à un ordre professionnel n'aura pas le droit d'exercer. Et après, on aura la possibilité de lui retirer le droit d'exercer la profession s'il faille.
Mais il faut quand même que les gens soient d'abord qualifiés. Quelqu'un qui n'a pas eu son CEP, qui se fait appeler docteur. Imaginez aujourd'hui à l'hôpital, tout le monde se fait appeler docteur. Même les garçons de salle se font appeler docteur. Il suffit juste qu'on porte la blouse, c'est fini. Et vous avez des cliniques qui pullulent. On a essayé de fermer, on est en train de fermer, on n'a pas encore fini. Mais c'est un processus qui est en cours. Donc il faudrait que chacun connaisse ses limites. Dans une structure de santé, on a un technicien de laboratoire, on a une sage-femme, on a un infirmier d'État, on a un infirmier anesthésiste, on a un médecin généraliste, on a un médecin spécialiste, que chacun joue son rôle. Mais pour cela, il faut quand même que les techniciens soient formés, les agents de santé soient formés. C'est en cela que je ne cesserai vraiment de remercier et de féliciter Madame la ministre Aminata Kaba et féliciter toutes les équipes parce que ce sont des équipes qui travaillent de façon conjointe pour qu'on puisse obtenir ce résultat. Et à vous, je vous demande de nous accompagner. On doit communiquer. Parfois même, on ne communique pas, mais on est en train de faire des réformes profondes et audacieuses. Peut-être qu'il faut du temps pour comprendre. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, on parle de la santé, mais on peut parler de la construction. On peut parler d'autres choses. Et pour nous, la formation professionnelle, l'enseignement technique, c'est vraiment le socle de développement. On n'a pas besoin d'avoir forcément des universitaires. Vous allez voir dans certains services, le spécialiste, peut-être il ne voit qu'une fois, il ne consulte qu'une 2 fois par semaine. Mais l'infirmier, il est là à tout moment. Il ne doit pas se tromper de veine. Il ne doit pas se tromper de médicaments. Il ne doit pas se tromper d'heure de prise. Il ne doit pas mélanger ce qu'on ne doit pas mélanger. La sage-femme, elle doit savoir quand est-ce qu'elle doit apporter le soin à la femme qui est enceinte. Donc c'est un problème réel. On a assez d'écoles qui sont là, qui produisent, qui déversent sur le marché et on nous demande de consommer. On ne peut pas consommer. L'objectif pour nous, comme je l'ai dit, avec tout ce qu'on est en train de faire en ce moment-là par rapport au code de santé publique, par rapport au code de déontologie médicale, c'est que les gens se rendent compte que la vie, elle est sacrée. Quand tu failles, tu vas répondre. Aujourd'hui, nous avons 2 médecins. Le procès déjà est en cours parce qu'ils ont opéré une dame récemment. Certainement, vous êtes au courant. Et lorsqu'on a mené les investigations, ces 2 médecins n'étaient pas des chirurgiens. Ils ne sont pas des chirurgiens. Et dans la salle, ils ont procédé à l'intervention chirurgicale. Il n'y avait ni oxygène, ni sang. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas d'oxygène. Après, la dame, elle est décédée. Et on nous dit que c'est Dieu qui a voulu. Non, nous on ne peut pas accepter. Parce que si la dame avait été opérée ailleurs, où toutes les conditions étaient réunies, elle ne serait pas morte, elle serait là encore. Pendant que je vous parle, je ne pense même pas, ces 2 médecins, ils ont affaire à la justice. Et nous allons continuer. Celui qui ne mérite pas la blouse, que la personne aille ailleurs. Parce que la blouse, c'est un tissu qui est léger, mais de par la responsabilité, le tissu, il est trop lourd. Tout le monde ne peut pas avoir les épaules pour porter cette... Donc merci encore une fois. Madame la ministre, j'étais trop long. Mais en tous les cas, vous me faites du bien parce que les produits que vous allez déverser, moi je pourrais prendre ce qui est de qualité et vous tenez à mettre à notre disposition des produits de qualité. Merci beaucoup. C'est dans l'intérêt de nous tous. Sinon, nous sommes tous des potentielles victimes. Parce qu'aucun médecin ne doit faire une injection. Le médecin ne doit pas faire d'injection. Ce sont les infirmiers. Et si maintenant ces infirmiers-là n'ont pas la qualification requise, mais ils vont se tromper. C'est parce que là, ce sont les caméras qui sont en face. Peut-être je peux vous raconter. Il y a un monsieur qui a perdu son enfant, un enfant unique. Ça fait des années, ça fait plus de 7 ans. Et le monsieur vient me trouver dans une structure paramédicale. Il était accompagné par le médecin de famille qui avait envoyé l'enfant dans une structure. Mais après, lorsqu'on a commencé à échanger, finalement, le médecin a préféré déplacer le débat et faire partir le monsieur. Mais le monsieur est revenu après me voir. Il me dit, docteur, ce qui a tué mon enfant était dans la seringue. Ce qui a tué mon enfant était dans la seringue. Et lorsque moi-même j'ai mené les enquêtes, ça c'est bien avant. Si c'était aujourd'hui, j'aurais mis cette infirmière-là aux arrêts. L'infirmière s'est trompée de produit, elle a utilisé de la quinine 600 en injection. Et elle a vu l'enfant qui ne supportait pas. Finalement, l'enfant est décédé. Et je n'oublie pas le monsieur qui disait, docteur, ce qui a tué mon enfant était dans la seringue. Il y a eu un autre cas de transfusion. Ils sont trompés de numéro du groupe sanguin. Et la dame a dit non, enlevez, je ne supporte pas. Ils n'ont pas été sensibles jusqu'à ce que la dame est décédée. C'est ce qui fait aujourd'hui on est intransigeant. Nous attendons juste que nos lois passent au CNT, en conseil interministériel et au CNT. L'objectif est que les gens ils abandonnent la blouse. Ceux qui sont en train de former soi-disant des gens de santé, il faudrait qu'ils répondent. Il ne s'agit pas même de fermer les écoles. Il faut les interpeller.
Il faut les envoyer, comme on a fait pour les vendeurs de médicaments là. On les envoie directement. Il faut peut-être faire appel à la gendarmerie, on les interpelle. Parce que là, ils ont violé la loi. Vous voyez, chacun veut que son enfant fasse la médecine, les écoles, les études de santé. Non, parce que quand tu fais la santé, tu ne chômes pas. Mais dites à la personne, d'accord, comme vous voulez que votre fils fasse la santé, il peut aller vous faire une injection. La personne va vous dire non, mais il peut aller injecter d'autres personnes, mais pas les membres de la famille. Il y a un problème. Donc on a assez de morts évitables et on est en train de lutter contre cela. Et je pense qu'on est sur la bonne voie et avec votre soutien, on y arrivera. Chers cadres du département, chers journalistes, merci d'être venus à cette conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé. Nous essayons en fait de changer notre méthode de travail au niveau de l'enseignement technique et pour ça, nous faisons en ce moment des réformes, comme il a dit tout à l'heure, audacieuses mais nécessaires. Vous savez, nous avons un président qui a une vision, mais qui dit vision demande bien de vouloir la matérialiser. Le général Mamadi Doumbouya, dans sa vision, demande à ce que nous qualifions davantage système éducatif. Vous savez, dans tous les programmes, en commençant par le dernier qui est le programme Simandou 2040, le deuxième axe de ce programme est bien l'axe numéro 2 qui concerne l'éducation et la culture. Lorsqu'on revient à l'axe 5 où on a santé et bien-être, c'est bien-être également inscrit au niveau du programme Simandou 2040. Dans les lettres de mission qui nous sont assignées par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, il est clairement mentionné que les ministres sectoriels doivent pouvoir mettre en œuvre la vision du chef de l'État à travers des plans d'action opérationnels afin que nous puissions soutenir le développement socio-économique de notre pays. Lorsqu'on revient à ces réformes, je pense que le ministre a bien voulu tout à l'heure donner le contexte dans lequel nous évoluons. Dans la majorité des pays, quand on parle de santé publique, n'est pas médecin qui le veut. On ne peut même pas faire d'études de médecine si on ne dépend pas, parfois même si on n'est pas de nationalité de ce pays-là, on ne peut pas faire la médecine. Il y a des critères bien définis parce que lorsqu'on parle de santé publique surtout, on parle de vie humaine. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, une petite erreur, aussi infime soit-elle, peut être fatale. Je pense bien dans cette salle, chacun de nous, de façon de près ou de loin, avons déjà été victimes du système de santé. Et parfois de façon très involontaire. Pas parce que ces gens ont forcément une mauvaise intention, mais parce qu'ils ne sont pas compétents. Et la compétence, parfois, mène justement à la mort. Et au lieu que nous continuions à traiter les conséquences de cette incompétence, il faudrait bien que nous puissions nous attaquer à la source. Et la source, c'est bien l'éducation. Si les ressources humaines ne sont pas qualifiées, on ne peut pas avoir un système de santé qualifié. C'est quasiment impossible. Je le dis sans cesse, la plus grande richesse d'un pays, ce ne sont pas ses richesses de sol ou de sous-sol, mais c'est bien son capital humain. Donc nous avons l'obligation et le devoir de qualifier le système éducatif guinéen. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, on doit quand même pouvoir l'outiller de telle sorte qu'il puisse au moins comprendre le b.a.-ba de tout métier qu'il puisse entreprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau du système de l'enseignement technique. Nous sommes en train de faire des réformes au niveau de tous les métiers. Nous travaillons aujourd'hui avec divers secteurs. On a commencé par le secteur de la santé parce que c'est nécessaire. Nous sommes un secteur transversal. On ne peut pas travailler seul dans notre coin. Et lorsqu'on parle de cohésion gouvernementale, de collaboration gouvernementale, c'est pouvoir se parler. Et c'est des questions que nous avons abordées, mon collègue et moi, déjà à deux, et ensuite qu'on a mené au niveau du Conseil des ministres pour que des décisions puissent être... Et c'est à la suite de ces décisions-là que nous sommes en train de mettre en place les différentes recommandations issues du Conseil des ministres. Je vais juste vous expliquer, concernant les écoles de santé, la méthodologie qui a été appliquée. Nous avons eu des discussions au niveau avec mon collègue de la santé. Ensuite, les techniciens ont travaillé ensemble, nous avons fixé des standards, nous avons mis en place une méthode de travail que je vais vous décrire, notamment pour effectuer des missions conjointes au niveau des établissements publics et privés de santé. Et donc ces réformes ne concernent pas seulement les écoles privées, mais ça concerne également les écoles publiques. Donc les écoles publiques ou privées qui ne répondent pas aux normes et standards en la matière, on a tout simplement demandé que ces filières n'ouvrent pas pour la première année, le temps que ces écoles puissent se mettre à niveau, pour que nous arrêtons justement de faire des formations qui ne répondent pas aux normes sous-régionales. Là, je ne parle même pas des normes internationales, mais au moins le minimum de standards, c'est vraiment que nous puissions être compétitifs sur le plan sous-régional, régional et ensuite international. Donc nous avons fait une mission conjointe avec le ministère de la Santé, donc les inspecteurs du ministère de la Santé et les inspecteurs du ministère de l'Enseignement technique ont effectué des missions au niveau de plusieurs écoles, établissements privés et publics, et nous avons fixé des critères. Donc la méthodologie a été la suivante. Nous avons d'abord élaboré et validé des grilles de contrôle spécifiques au métier de la santé.
Il y a eu la formation d'une équipe conjointe, je pense que je l'ai déjà bien sûr mentionné. Et l'inspection s'est faite au niveau des équipements, dans un premier temps. Parce que vous savez, dans toute réforme, aussi audacieuse qu'elle soit, même si nous avons les meilleures intentions, si la réforme est trop rigoureuse et disons, si on va trop rapidement et on est trop strict, on risque de briser. Et donc la réforme, on essaie vraiment d'aller graduellement. Donc ça veut dire quoi? Le but, c'est vraiment de faire comprendre, de faire une prise de conscience au niveau de ses fondateurs, mais également au niveau de l'administration publique, de la nécessité absolue de mener ces réformes-là. Parce qu'encore une fois, je ne cesse de le rappeler, ces réformes font vraiment face à un problème réel, le problème de perte de vie récurrent et quotidien dans nos centres et les centres communautaires. Je ne sais pas le nombre de personnes qui perdent leur vie à l'intérieur du pays, dans les centres communautaires, parce que justement, je pense que mon frère Dr Ba l'a signalé, des garçons de salle se font appeler médecins. Je ne parle même pas d'infirmiers, des garçons de salle, c'est-à-dire qu'ils sont juste là pour s'assurer que la salle elle est propre et qui voient peut-être l'infirmier en train de faire une injection au fur et à mesure et qui se font appeler médecins. Et ça, c'est vraiment le quotidien. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais d'après les recherches et les discussions, à chacun son métier. Il a parlé, je pense qu'il l'a signé tout à l'heure, il y a l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers. Ça veut dire qu'un infirmier ne peut pas faire le travail d'un médecin. En général, les médecins ne peuvent même pas piquer. Il a expliqué tout à l'heure parce que ça ne fait pas partie de leur métier. Pour les femmes enceintes, un échographe est un échographe. Un médecin ne peut pas faire d'échographie parce que ce n'est pas son travail. Il ne l'a pas étudié. Donc, un radiologue, pareil. Il faudrait quand même qu'on comprenne que chacun doit pouvoir avoir une formation adéquate pour pouvoir exercer le métier pour lequel il a étudié. Et c'est ce qu'on essaie de réglementer au niveau de notre pays. Tout le monde ne peut pas être cadre. L'enseignement technique aujourd'hui est un des piliers essentiels du système éducatif en Guinée. Ce n'est pas l'école de la deuxième chance, c'est l'école de la première chance. Et ça, il faut que les gens puissent le comprendre. Dans la majorité des pays, le système économique est basé sur le système d'enseignement technique, pas sur le système d'enseignement supérieur. On a très peu de cadres supérieurs et beaucoup de cadres moyens et d'agents. Parce que c'est ça la norme. La majorité des économies sont orientées vers les services ou les métiers, pas vers les cadres. Quand vous regardez, et ça c'est vraiment quelque chose de généralisé, on parle d'un ingénieur pour 5 aides-ingénieurs, pour 10 techniciens, etc. Donc plus on descend au niveau de la pyramide, plus le nombre augmente. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est primordial que nous qualifions davantage notre jeunesse pour qu'ils puissent être au concert des pays de la sous-région. On parle du programme de Simandou 2040, où on a les projets d'infrastructure, c'est un gros projet minier. Le programme découle de ce projet-là. Mais on ne peut pas bâtir un programme si on n'a pas de ressources humaines qualifiées. Donc la seule façon pour nous de le faire, c'est qu'on s'assure que nos jeunes sont prêts et outillés suffisamment afin que ces métiers-là puissent être pour des Guinéens et pas pour des gens de la sous-région. Et cela, quelles que soient les lois que nous passons, on a passé la loi sur le contenu local, mais quelle que soit la bonne volonté d'un gouvernement ou qu'il y a des règles en place, on ne peut pas imposer à un secteur privé de recruter quelqu'un qui ne répond pas à un certain standard. Si on doit recruter un bac plus 2, quelqu'un qui n'a même pas de bac, comment voulez-vous qu'on le recrute? Même si on le recrute par contrainte, il faut des années pour le former, qu'il puisse atteindre un niveau. En fait, on fait jouer l'expérience, ou tout simplement, ils préfèrent recruter des étrangers pour venir occuper des postes qui doivent normalement être des postes pour les Guinéens. Donc pour éviter, c'est juste pour vous expliquer le pourquoi nous sommes en train de faire ces réformes-là. Donc pour revenir au problème des écoles de santé, à la suite de la mission conjointe, nous avons sur 263 filières et à peu près 88 établissements privés et publics. Nous avons 6 établissements publics et 82 établissements privés. Nous avons à date par région le nombre de filières autorisées. Si je prends la région de Boké, nous avons, je vais parler en pourcentage, ça va être un peu plus simple pour vous. Nous avons 58% de filières autorisées pour la région de Boké. À Conakry, 48%. Dans la région administrative de Farana, nous avons 100%. Kankan, 85%. Kindia, 51%. Labé, 60%. Mamou, 53%. Zérekore, 87%. Donc, sur un total de 263 filières, nous avons 156 autorisées. Et
nous avons deux catégories également à ce niveau-là. Nous avons des établissements, par exemple, qui peuvent avoir 5 filières. Mais sur les 5 filières, nous avons 3 autorisées et 2 non autorisées, tout simplement parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Donc nous avons sur un total de 100 points, les écoles qui ont pu, parce qu'ils ont des équipements adéquats, qui ont pu un total de 60 sur 100, ont été autorisés à ouvrir, à condition que dans 3 mois, ils puissent atteindre un niveau de 80 et d'ici l'année prochaine, qu'ils puissent avoir 100% pour être habilités à ouvrir. Pour vous dire qu'on essaie d'aller graduellement pour éviter de prendre des mesures drastiques dès la première année. Et ces mesures-là, nous l'appliquons de façon équitable à l'enseignement privé comme à l'enseignement public. Donc, par exemple, au niveau des écoles de santé communautaire, il n'y a que 3 cette année qui seront autorisées à recruter en première année. Concernant ces critères-là, nous avons classifié les critères par plusieurs, en termes de notation. On a les critères très faibles, moyens, normal et excellent. Donc, je vais vous donner juste 2 exemples. En termes de faible, le contenu et la description décrite. D'abord, il y a la teneur des contenus, donc les programmes de formation. La réalisation pratique et théorique, donc sans équipement, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de cours pratiques et pas de cours pratiques. Tout à l'heure, on l'a dit, l'enseignement technique, il faut comprendre qu'on doit avoir 70% de cours pratiques comparativement à seulement 30% de cours théoriques. C'est ça la différence entre l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Et en plus, l'enseignement technique, le niveau d'accès est identique à celui au moins pour les BTS, à celui de l'université qui est le bac. Mais on a une spécificité particulière pour ceux qui veulent, après le collège, s'orienter tout de suite au niveau des filières. On a le niveau BEPC. Et aussi, pour ceux qui sont en abandon scolaire ou qui sont arrêtés juste après le CEP, nous avons également les CAPPS pour justement également pouvoir être en conformité avec ce type d'apprenants qui n'ont pas réellement poussé les études, tout simplement parce que nous n'avons envie de laisser personne pour compte. Tout citoyen guinéen a le droit à l'éducation, mais également à une prise en charge, à pouvoir l'orienter au niveau du système éducatif s'il le souhaite. Donc, comme je le disais, ça c'est vraiment, donc à la suite de l'évaluation, nous avons déjà contacté la majorité, enfin l'association des écoles privées pour leur communiquer les résultats de ces évaluations. Il y a eu quand même des réunions techniques entre notre équipe et puis, c'est-à-dire une équipe conjointe du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement technique avec les fondateurs des établissements privés pour leur expliquer toute la méthodologie qui a été faite, mais également les communiquer les résultats de ces évaluations pour une question de transparence. Parce que l'objectif d'une évaluation, c'est vraiment pouvoir corriger les erreurs que nous avons et rectifier les lacunes. Et il faut comprendre une chose, tout le monde ne peut pas avoir une école. Si votre école ne répond pas aux critères, il faudrait bien que vous compreniez que ce n'est pas pour faire du commerce. Donc l'objectif, ce n'est pas vraiment que vous puissiez avoir le maximum d'élèves, mais c'est quand même pouvoir répondre à certains standards en la matière. Donc, en termes de groupe pédagogique, déjà, normalement, quand on a le programme APC, ça c'est de façon globale au niveau de l'enseignement technique, par groupe pédagogique, on ne doit pas avoir plus de 24 personnes, 24 apprenants par groupe pédagogique. Alors qu'à date, vous avez des écoles où on a 50, 100 personnes par groupe pédagogique. Comment voulez-vous qu'un professeur puisse encadrer un groupe de 100 personnes en travaux pratiques? C'est quasiment impossible. Pour des travaux pratiques, on doit avoir des groupes de 5 maximum pour vraiment, par prof, pour pouvoir, disons, respecter en fait les standards en matière de pédagogie. Pour revenir encore une fois au niveau de la méthodologie utilisée, donc après avoir contacté les différentes parties prenantes concernant les résultats de la mission, nous avons quand même fait une communication en conseil des ministres et les recommandations ont été d'appliquer en fait les mesures et les réformes nécessaires pour qualifier davantage le système d'enseignement technique, surtout dans les écoles de santé et on va le faire progressivement pour toutes les autres filières en la matière. Au niveau de l'enseignement technique, encore une fois, cette année, au niveau du concours pour les autres métiers, on a également appliqué la même méthode pour les écoles publiques. Toutes les filières qui ne répondaient pas aux critères en matière d'équipement, ou bien il y a par manque de professeurs, ou bien en termes d'infrastructure, on a décidé de ne pas les ouvrir pour éviter de continuer à former des jeunes qui, nous le savons très bien, seront sur le marché demain sans emploi parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas été formés correctement. On a l'obligation morale et sociétale de former des gens qui
peuvent demain prétendre à un emploi décent. Et pour que quelqu'un puisse prétendre à un emploi décent, nous avons l'obligation de le former correctement. Et donc pour cela, on a décidé de commencer à appliquer les standards en la matière au niveau du système d'enseignement technique. Donc normalement, le concours, donc je vais revenir encore une fois aux écoles de santé, le concours démarre demain et se tient sur 3 jours. Il sera sous forme de QCM. Et se déroulera sur des tablettes. Donc à date, je vais vous donner les statistiques sur le nombre d'inscrits et le nombre de candidats, si vous le permettez. Je n'ai pas ça en tête, donc je vais lire. Donc nous avons 9 centres d'examen à Conakry et dans les autres régions administratives, 2 centres à Conakry et 1 centre par région administrative. Donc Boké, Farana, Kindia, Kankan, Mamou, Zérékoré. Je pense que c'est bon, c'est 7. Voilà. Donc voilà. Nous avons à date 3645 candidats. Pour le niveau BTS, on a 1025 inscrits. Au niveau ATD, donc les agents techniciens de santé, nous avons 2605. Et pour l'imagerie, qui est une des filières du système BTS, du niveau BTS, nous n'avons que 15 inscrits. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons vulgarisé la liste des écoles et des filières autorisées. Donc cela est disponible si vous le souhaitez. Donc on a déjà fait le partage avec toutes les parties prenantes concernées. Et l'autre information qui est également à donner concerne également le concours en franco-arabe. Donc franco-arabe, ça concerne spécialement les ENI on n'a pas pu faire le concours au niveau du franco-arabe pour la simple raison qu'on ne peut pas le faire à date sous forme de QCM, donc sous forme de tablette. Donc on va faire la méthode classique sous forme de papier au lieu de faire sous ordinateur parce qu'on n'a pas encore réussi à transcrire les gens, c'est pas tout le monde qui comprend arabe, c'est quand même une spécificité, à transcrire ces matières-là sur tablette et à les adapter au format de QCM. Donc sur ce, normalement, les différentes équipes ont déjà été déployées sur le terrain, donc on espère que demain le concours pourra démarrer dans de meilleures conditions, dans les centres identifiés. Nous essayons de mettre tout en place pour que les mesures logistiques, mais également l'encadrement nécessaire soient là. Et aussi les équipes techniques ont été déployées pour des cas de difficulté, pour les usages des tablettes, ou s'il y a des difficultés techniques, que les équipes sur place puissent répondre aux différentes préoccupations des apprenants et que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc voilà à peu près le paysage actuel au niveau du système d'enseignement technique et les informations que nous mettons à votre disposition concernant le concours de santé, mais également le concours au niveau du franco-arabe qui va se dérouler le dernier jour, si je ne me trompe pas, sur le vendredi 13 pour le système d'enseignement technique. Donc merci encore une fois de votre attention. Je sais que j'ai été un peu long, mais parfois il est important que vous ayez toutes les informations. On nous demande de communiquer plus, mais surtout d'avoir une communication de proximité et une communication nécessaire afin que les gens puissent être au même niveau d'information, mais qu'il y ait une meilleure compréhension des réformes que nous menons afin d'éviter la liberté aux gens qui veulent s'immiscer pour créer des faux messages qui ne servent absolument à rien. À ce public pour porter le sport. Je vous remercie.